dire qu'il y a eu un peu de faute de bardage, de la coupe qui a été faite ici pour éclaircir, et du coup on a gardé des trous, tu vois. Ils ont coupé des pieux, les agents de la ville, et du coup c'est ces trous-là qu'on utilise pour la fabrication des nichoirs et aussi les nichoirs seront mis où? Sur le site après? Oui. D'accord. Allez, tu veux faire un nid? Ah oui, d'accord. Ah bon, on en fera un tout à l'heure. Hein? Tout à l'heure. Il y en a, oui, il y en a encore un autre à faire. Oui, Clémentine, tu fais la cousine? Ouais. Ah oui, c'est qu'elle veut faire un nid aussi. Tu veux faire un nid? Il faut que tu viennes voir mamie. Allez, tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'installer des nichoirs? Les oiseaux se débrouillent par eux-mêmes, en principe. Ouais. Mais bon, c'est aussi une manière d'accueillir les oiseaux, de les inciter à nicher ici, mais c'est pas pour ça qu'ils viendront. Hein. Mais quand il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'abri. Du coup, je vous propose, c'est qu'on pose un nichoir, puisqu'on en a fabriqué un certain nombre aujourd'hui, donc on va avoir le temps au moins d'en poser un pour aboutir un peu la journée. Alors les nichoirs, on va les attacher avec, c'est pas forcément le plus esthétique, mais c'est le plus pratique pour éviter d'abîmer les arbres, avec des chambres à air. On utilise des vieilles chambres à air qui nous permettent de faire des nœuds assez solides, assez serrés, et puis qui vont grandir avec l'arbre. Donc on n'a pas besoin de revenir tous les ans pour détendre les cordes. Une corde, même une corde naturelle, ça peut abîmer très vite un arbre, ça peut en tuer certains. Fil de fer a fortiori. On évite de mettre des clous dans les arbres, de les visser, c'est pas forcément très sain pour les arbres. Donc on utilise des chambres à air. Et voilà. On va pouvoir l'attacher. Donc le principe, on va faire des nœuds. Donc on aurait pu le peindre, tout ça, mais c'est des HLM, hein, à loyer modéré. Ça convient à toute la population. Puis je crois qu'il y a un quota sur Moulins maintenant, qu'on n'a pas encore respecté. Donc maintenant ce sera fait. Donc quelle que soit la condition du pinson, du rouge-gorge ou du rouge-queue qui l'utilisera, il sera le bienvenu. On y va ? Peut-être un peu incliné, Non, il va faire son nid au fond. Hein. Pour mettre un bout d'écorce dessus. Avant, on ne voyait pas le nid maintenant. Ah mais il va noircir le truc. Ouais. Il va prendre la... Il va s'oxyder. À plusieurs. Ensemble. Bon, ben on remonte boire un petit coup de jus de pomme vite fait, et puis on se termine. Ah oui, c'est possible, oui. Parce que là, il est pas si longtemps. Parce que comment les maisons sont il y a tout là d'ici à minute. Oui, ça va pas tarder. L'espace naturel des oiseaux et des animaux en général a considérablement diminué. L'abattage de vieux arbres et les grandes monocultures forestières ont réduit le nombre de sites
de nidification des oiseaux cavicoles. Les nichoirs peuvent être une aide pour certaines espèces, mais d'autres, comme le pic noir, dépendent d'un milieu. Or, que reste-t-il de son habitat naturel ? Mon métier, c'est de faire le lien entre la production de bois et la préservation du milieu d'où provient le bois. Ça a été regardé d'une manière un petit peu dubitative au début, hein, quand on venait voir les propriétaires forestiers et qu'on leur parlait de chauves-souris, de pics, d'arbres morts. Bon, ils se sont dit, oulala, qu'est-ce que c'est que ces individus Et même dans le monde forestier, où la préoccupation principale, c'était dans tant d'hectares, on peut faire tant de mètres cubes. Hein, le reste, ce n'était pas vraiment quelque chose qui concernait ou qui passionnait. Ce qui intéresse bien le naturaliste et le forestier maintenant, c'est par exemple la présence d'arbres à cavité sur les parcelles. Les arbres à cavité, il y a encore, allez, on va dire 20 ans, c'était très mal vu. Donc ce n'étaient pas des arbres qui étaient intéressants sur le plan production de bois. Ils n'avaient plus de valeur économique, donc on disait que l'arbre ne payait pas sa place, on y mettait un coup de hache ou de tronçonneuse, et puis on les éliminait. Hein. En plus, avoir du bois mort par terre, c'était considéré comme un signe de mauvaise gestion. C'était sale, du bois mort à terre, de la ronce, des fougères, etc. C'est pas propre, quoi. Tous les ornithologues le savent. Les populations d'oiseaux dits communs, pour certaines d'entre elles, s'effondrent, y compris les oiseaux spécialistes du monde forestier. Alors il y a plusieurs choses, il y a la gestion forestière qui intervient, mais on progresse quand même dans la prise en compte on garde des arbres à cavité, on fait des îlots de sénescence, on fait des îlots de vieillissement. Tous les petits oiseaux, y compris les oiseaux cavicoles comme les mésanges, enfin les plus humbles d'entre eux, les populations ne sont pas franchement en augmentation. Donc, ni optimiste ni pessimiste entre les deux, ça encourage à agir et à faire en sorte que, voilà, on essaie de faire un petit peu mieux, mais l'avenir est incertain quand même.
ici, on se trouve à un endroit qui s'appelle la Châtaigneraie de la Place. C'est un endroit qui était relativement inconnu. Et on a découvert ça suite aux inventaires de terrain qui ont été faits dans le cadre de la prise de mesures dites compensatoires à la construction de la LGV Tours-Bordeaux. C'est une toute petite châtaigneraie de 10 hectares environ, perdue, noyée au milieu d'un océan de culture intensive et dans laquelle on va retrouver presque 300 gros arbres, parfois qui ont un diamètre de 2 mètres, donc qui sont des arbres habitats extraordinaires. Moi, enfin, en tant que naturaliste ou en tant que forestier, j'avais jamais vu une telle concentration d'arbres sur une superficie aussi petite. Ça s'explique parce qu'autrefois, ces arbres avaient été greffés, c'est donc à 90% des châtaigniers, pour la production de fruits. Et puis ça a été abandonné après la dernière guerre, la plupart du temps. Donc petit à petit aussi, la châtaigneraie est revenue à un état de demi-naturalité. Alors voilà, là on se trouve vraiment devant ce qu'on appelle un arbre habitat ou un arbre bio. Par exemple à l'Office national des forêts on parle bio, nous on va parler d'arbres sénescents, enfin voilà, arbres sénescents, arbres à cavité. Qu'est-ce qu'on appelle un micro-habitat pour un arbre? Ça va être des loges de pic, ça va être des grosses branches mortes dans le houppier, dans la partie supérieure de l'arbre. Donc là on voit qu'il y en a, des grosses branches mortes, donc ça va servir par exemple pour certains oiseaux. Oiseaux cavicoles ou oiseaux qui se nourrissent sur les branches aussi, je pense aux citelles ou je pense aux grimpros. Et puis j'ai oublié aussi des petits micro-mammifères, enfin micro-mammifères, l'écureuil fait sa niche là-dedans. Je parlais de la genette aussi d'Europe qui peut aller s'abriter dedans, il peut y avoir de la martre qui s'abrite dedans, etc. Donc c'est un HLM à vie animale et quelquefois végétale, si on, enfin entre guillemets, si on y ajoute les champignons. Donc ce qui fait la préciosité un petit peu de ces arbres-là. La protection d'une espèce ne peut s'imaginer sans la préservation de son habitat naturel. Pour lutter contre l'érosion de la biodiversité, l'Europe a mis en place les directives oiseaux et habitats. Symbole de la préservation des espèces et des milieux naturels, ces directives sont aujourd'hui remises en question. À l'heure actuelle, commence à poindre un certain nombre d'attaques contre les deux directives, la directive habitat et la directive oiseaux, où des gens voudraient bien que, par exemple, alors que là c'est l'Europe qui regarde ça un petit peu et qui demande aux États de veiller au bon état de conservation des milieux, certains lobbies commencent à demander l'abrogation de toute ou partie de la directive, ou en tout cas de les appauvrir considérablement, et de faire en sorte que, par exemple, chaque pays, chaque État de la communauté économique européenne retrouve sa liberté de respecter ou de non respecter tel et tel dispositif de la directive. Et là, ça serait une catastrophe parce que du coup, on va se retrouver à nouveau devant un rapport de force entre ceux qui ne voient aucun inconvénient à détruire des milieux naturels, ceux qui ne veulent surtout pas les voir détruire, dont on fait partie bien évidemment. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on essaie de faire prendre conscience aux citoyens ordinaires et aux élus que la biodiversité, c'est une question de survie de tout le monde, y compris de notre propre espèce, j'espère qu'on arrivera à faire en sorte que cette directive soit maintenue
Ça serait vraiment dommage qu'on perde tout ça et qu'au fur et à mesure que les années, voire les siècles passent, petit à petit, ces arbres-là disparaissent et qu'il n'y ait plus leur remplaçant. On parle de biodiversité, on parle de beauté, on ne peut pas chiffrer ça. Et puis c'est bien aussi qu'on ait des endroits où on ne donne pas de chiffres en disant bah, ça vaut tant l'hectare. Là, la valeur, il n'y a pas de valeur, quoi. Hein, c'est comme un paysage, ça dépasse totalement nos échelles de mesure. Et encore une fois, c'est tant mieux. La nature a le droit d'exister pour elle-même. Là, voilà, ces arbres-là, ils ont fait leur boulot pendant quelques années. Ils ont nourri les hommes, ils ont bien le droit de vieillir tranquillement. C'est un havre de paix aussi pour les espèces animales. Et ça aussi, ça fait du bien quand on est dans ce type de milieu-là, quoi. Ça permet de se ressourcer et ça permet de comprendre pourquoi on se bagarre tous les jours. Voilà, on se bagarre pour ça, pour que ça existe encore demain.